Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Et nous allons commencer tout de suite. Eh bien voilà, mon premier achat, ce n'est pas un Blu-ray 4K, mais un coffret de Halloween de John Carpenter, l'un de mes réalisateurs préférés et donc un film absolument mythique. C'est un coffret, vous voyez, comme ceci, avec à l'intérieur, en fait, tout simplement, il y a un petit livret qui explique pas mal de choses sur le film, qui est très intéressant. Je me suis pas encore plongé dedans, mais puis voilà, j'en connais déjà un petit peu sur la saga Halloween. Mais voilà, très beau coffret chez ESC, voilà, qui sont des éditeurs de DVD, Blu-ray, tout ça. Et en tout cas, c'est plutôt un très beau coffret. Ensuite, je me suis procuré un steelbook 4K de Halloween version 2018, donc réalisé par David Gordon Green, je crois. Réalisateur pas très connu, mais voilà, c'est produit par Carpenter, puis c'est la suite officielle du premier film. On oublie tout ce qui a été fait après. Je ferai sûrement une vidéo sur la timeline de Halloween, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué comme saga. Mais voilà, le steelbook est très joli. Et puis je l'ai acheté parce que le film est quand même très sympa, faut le dire. Enfin, ça faisait plaisir de voir Michael Myers en 2018. Hein, donc voilà, steelbook très très joli. C'est du 4K. Ensuite, un film que je chéris beaucoup, Ready Player One, par Steven Spielberg bien sûr. Un film qui a été injustement critiqué, je le dis. C'est une version 4K un peu dégueulasse parce que, enfin, c'est pas le 4K qui est dégueulasse, mais c'est le boîtier qui est un peu dégueulasse parce que derrière c'est écrit en allemand là, ce qui me fait un peu chier, mais il me semble qu'ils vont bientôt ressortir un steelbook de Ready Player One, donc je m'empresserai sûrement de l'acheter puis je revendrai celui-là. Là le film est très très bon en 4K. Faut dire que le film est magnifique, hein, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vus. Sans parler des effets spéciaux bien sûr qui sont tout bonnement incroyables, hein. Il y a quand même des gens qui viennent te dire que voilà, c'est des graphismes dignes de la PS4. Bon. Enfin voilà, on va pas trop parler de Ready Player One, sinon je vais m'étaler pendant 1 heure. Ensuite je vais vous présenter les films que je présenterai en vidéo, ou en tout cas qui seront dans des vidéos. Donc le premier film que je vais vous présenter c'est 303, un film allemand, si je ne m'abuse, réalisé par Hans Weinkartner, qui est voilà, un réalisateur allemand. Et c'est un film que j'ai vu au cinéma, dans un cinéma d'auteur, c'était en 2019 je crois. Film que j'avais beaucoup aimé, que j'ai pas encore revu là. J'en parlerai en vidéo parce que c'est un de ces films d'auteur très discret, qui pourtant vaut largement des grands films, quoi, qui est une romance comme on n'en voit pas beaucoup. C'est un mix entre un road movie et une romance. Puis les acteurs sont très bons, et puis je suis pas un grand spécialiste du cinéma allemand, hormis bien sûr les classiques au début des années, au début du XXe siècle, quoi. Tout ce qui est Fritz Lang et tout ça. Alors ensuite il y a le film Au trouble, et non pas En eau trouble, avec Jason Statham. C'est un film, comme vous pouvez le voir sur la jaquette, sur un crocodile qui tue des gens. Pareil, je présenterai ça en vidéo, donc je vais pas trop en parler, mais c'est un très très bon film qui est fait par le réalisateur de Wolf Creek, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il me semble que c'est Greg McLean, voilà, qui a fait donc ce film-là, qui en version originale s'appelle Rogue, ou Solitaire, je sais plus exactement. Et en fait, c'est très très bien, il a fait Wolf Creek, ça, Wolf Creek 2, puis il a fait, je crois aussi, la série Wolf Creek. Faudra que je parle de Wolf Creek un jour, parce que c'est quand même pas mal du tout. Et ce film-là, c'est très très bien, et j'en parlerai en vidéo parce que, voilà, si vous êtes un petit peu doué, il y a un gros indice, hein, sur ce film. Vous trouvez peut-être, c'est un nouveau format qui va se lancer, et vous trouverez peut-être à quoi c'est lié avec ce film. Ensuite, un film qui est, voilà, Le Dernier Samouraï, film que j'aime beaucoup, du plus profond de mon cœur. L'un des meilleurs rôles de Tom Cruise, si je peux me permettre.
Pareil, j'en parlerai en vidéo, donc je vais pas tergiverser dessus pendant un quart d'heure, mais le dernier samouraï, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à voir, parce que c'est un rôle de Tom Cruise. Oui, on pourrait se dire, oui, c'est encore Tom Cruise qui fait des cascades. Oui, mais ça va un petit peu plus loin que ça quand même. Après, ça lui est arrivé plein de fois de faire des bons trucs, style Minority Report et puis La Guerre des Mondes, bien sûr, mais c'était avec Spielberg. Mais voilà, ça change de le voir dans un rôle un peu moins boum boum. Ensuite, il y a La Vengeance aux deux visages de Marlon Brando, qui est normalement, si mes recherches sont exactes, l'unique film qui a été réalisé par Marlon Brando. Et ça va être très intéressant d'en parler, puisque Marlon Brando, c'est quand même grand acteur, bien sûr. Notamment Le Parrain, je pense que c'est le film que tout le monde connaît avec Marlon Brando. Mais voilà, c'est un western, Marlon Brando. Alors écoutez-moi, western, Marlon Brando, bien sûr, hein, je suis très partant. Ensuite, on va parler rapidement des Blu-ray. Alors, bon, c'est Tintin, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est tout simplement génial. J'en ai pas trop parlé sur cette chaîne, mais c'est vrai que je suis pas un grand fan de cinéma d'animation. Enfin, tout ce qui est les studios Ghibli, Disney, Pixar, moi je suis pas forcément la cible. Enfin, j'ai pas grandi avec des films d'animation, donc c'est vrai que ça me parle moins. Mais Tintin, je dois reconnaître qu'il y a une maîtrise visuelle absolument folle. Toute la séquence en plan séquence, avec l'aigle, avec l'eau partout, c'est fou, vraiment fou. Des gens diront qu'il l'a fait parce qu'il pouvait le faire, oui, mais il l'a fait aussi parce que ça raconte quelque chose et que visuellement ça claque la rétine, quoi. Il y a un gros travail sur les transitions avec. Il y a la transition que j'aime beaucoup, c'est quand il y a les dunes dans le désert, les dunes de sable, et puis que tu vois le bateau passer par-dessus la dune, et là c'est une transition en morphing, donc c'est compliqué à expliquer, mais en gros le morphing ça fait que le truc qui était sur du sable va se transformer en eau, et la transition est juste parfaite, je trouve. Enfin voilà, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, parce que en plus Tintin c'est français, moi j'aime beaucoup Tintin de base. Et on espère que le prochain sortira, peut-être, réalisé par Peter Jackson. Mais voilà, Tintin, bien évidemment, c'est juste incroyable, quoi. Ensuite, film que j'ai découvert récemment, c'est L'Inspecteur Harry de Clint Eastwood. Enfin, avec Clint Eastwood plutôt, parce que c'est réalisé par, je crois que c'est Don Siegel. Oui, voilà, c'est Don Siegel, qui est un réalisateur assez connu des années 80-90, quoi. C'est un rôle de Clint Eastwood qui est assez connu, c'est le fameux rôle où il a un Colt 44 et puis il le pointe sur les gens et il fait tu te demandes, est-ce que j'ai tiré 5 ou 6 balles? Est-ce que tu te sens chanceux? Et puis là il tire et puis on sait pas s'il reste 5 ou 6 balles. Mais rôle très très iconique de la carrière de Clint Eastwood, qui est le rôle, je pense, qui fait dire les gens aujourd'hui que c'est un mec à droite qui vote Trump. Même si c'est sûrement vrai, je me suis pas renseigné là-dessus et je m'en fous un petit peu, moi je m'intéresse à l'acteur. Et clairement, c'est beaucoup moins con que ce qui pourrait paraître, c'est-à-dire que le film parle d'un mec qui tue des gens au hasard dans la ville, qui va tuer des enfants, qui va commettre des meurtres. Et il y a un jour où il va enlever une fille et puis il va demander une rançon, sinon il libère pas la fille. Et puis, voilà, sans trop spoiler, on va dire que la justice ne va pas faire grand chose pour le poursuivre, quoi. Alors après, c'est un film effectivement très américain qui envoie des messages du style faites la justice vous-même. Enfin, c'est vraiment en apparence ça. Après, c'est quand même un peu plus profond que ça. Mais franchement, il y en a d'autres du coup de l'Inspecteur Harry, il y a des suites que je regarderai prochainement, mais en tout cas celui-là m'a bien donné envie de voir les suites. Et un rôle iconique de Clint Eastwood, voilà. Ensuite je vais vous présenter Steakland, et non pas Steakland, parce que c'est un film de vampires et non pas de zombies. C'est normal s'il y a une petite truc là avec le prix, c'est parce que j'ai acheté ça dans un cash express et que j'ai pas encore pris le temps d'enlever toutes les étiquettes comme ça. C'est un film indé qui a été fait pour quelque chose comme 650 000 $, donc c'est pas beaucoup du tout, surtout pour un film post-apo, surtout pour un film de vampire.
qui est réalisé donc par Jim Mickle, qui a réalisé un autre film de loup-garou qui s'appelle Late Phases, donc Late Faces, je sais pas comment on dit en français, mais voilà. C'est très sympathique, c'est un road movie initiatique avec très très peu de dialogue, ce qui est assez rare dans les films en général, donc ça mérite d'être souligné. Franchement, si vous êtes fan de cinéma un peu fantastique, un peu horrifique, il est sur Shadows d'ailleurs, je crois. Mais voilà, moi j'ai acheté le Blu-ray parce que j'aime beaucoup ce film. C'est un film qui a du charme, même si c'est un petit budget. Et justement, je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à en faire malgré leur petit budget de moins d'1 million. Il y a notamment un plan séquence, alors c'est pas non plus le plan séquence le plus réussi du monde, mais c'est un plan séquence où il y a un hélico, et en fait dans le film ils n'avaient pas d'hélico, donc ils ont simplement utilisé des effets spéciaux et des flares et tout ça dans le ciel pour faire croire qu'il y avait un hélico, avec bien évidemment le sound design en faisant croire qu'il y a un hélico avec le son quoi. Et franchement c'est très réussi. Petit film qui mérite quand même d'être vu, je pense. Hein. Ensuite, Annabelle 2. Alors, désolé pour le 5 balles. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il était à 5 euros. Donc, on va pas cracher sur un film à 5 euros. Hein. Même si des fois j'essaie de pour moins cher, ça reste un film neuf, quoi. Vous ne verrez pas dans ma collection Annabelle 1 ni Annabelle 3 parce que je les ai trouvés nuls. Le premier, c'est vraiment une catastrophe. Le troisième, ça reste pas ouf du tout, mais celui-là je l'ai trouvé vraiment très intéressant et je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux des trois. Je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, ni même que c'est au niveau de Conjuring, mais il est franchement très sympa. C'est réalisé par c'est David F. Sandberg, je crois. Voilà, c'est ça, David F. Sandberg, qui est le réalisateur de Shazam entre autres, et aussi de Lights Out, le film et le court-métrage à la base. Donc c'est ça qui est assez fou avec ce mec, c'est que j'en parlerai peut-être un jour, mais c'est un mec qui a réalisé le court-métrage Lights Out, qui est un court-métrage qui a fait un gros buzz. C'est un court-métrage horrifique. Franchement, ce court-métrage, je le trouve juste incroyable, même aujourd'hui, beaucoup d'années après. Et du coup, il a été repéré par James Wan, le réalisateur de Conjuring, qui lui a proposé d'adapter Lights Out en long-métrage. Le long-métrage, dans mes souvenirs, n'est pas incroyable du tout, mais ça reste pas nul à chier, quoi. Après, du coup, il a fait Annabelle 2, qui je trouve est pour moi son meilleur film pour l'instant, qui est vraiment très très bon, je trouve. Après, Shazam, c'est une autre histoire, c'est un film, ça reste un film à gros budget, donc moi je l'ai apprécié personnellement. Je trouvais qu'il y avait des éléments horrifiques assez intéressants, notamment je sais plus comment ça s'appelle, mais les 7 bestioles immondes, là, notamment la scène où elle rentre dans les bureaux puis qu'elle commence à bouffer un peu les gens, que j'ai trouvé assez osé pour un film Peggy 13, quoi. Mais voilà, je reconnais que Shazam, ça reste un film à 200 millions qui est... les studios ont la main dessus, hein, donc ils vont pas laisser le réalisateur faire n'importe quoi. Surtout que c'est un réalisateur plutôt débutant quand même, donc voilà. En tout cas, Annabelle 2, voilà, bien sûr, très très bien. Et on finit par le final. Midsommar, qui est un petit peu mon choc cinéma de 2019. Il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Il y a eu notamment Hors Normes, dont je parle assez souvent. Mais Midsommar, c'était l'un de mes films préférés de 2019. Toujours Ari Aster, hein, j'en ai parlé dans la dernière vidéo avec Hérédité. Je trouve celui-là encore plus poussé pour le coup. J'ai pas encore maté, puisque là-dessus il y a la version longue, la Director's Cut, qui dure quelque chose comme... ça doit durer dans les 3 heures, quoi, quelque chose comme ça. Et écoutez, je regarderai. Je vous donnerai peut-être mon avis, je sais pas. Mais Midsommar, c'est vraiment un film... ça plaira pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont préférer les films à jumpscare. Voilà, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Après, c'est pas un film pour tout le monde. Si vous êtes facilement choqué, je pense pas que ce soit la meilleure des idées d'essayer de le voir, quoi. Alors ensuite, je vais pas trop le présenter, parce que je pense que La Grande Vadrouille, tout le monde connaît. Je l'ai acheté parce que voilà, il était pas cher du tout. C'était à Leclerc, il y avait une offre 5 DVD pour 30 €. Donc j'ai dit, écoutez... La Grande Vadrouille, je l'ai revu récemment, ça reste toujours aussi... c'est un film immense, quoi. Hein. Après, on peut en penser ce qu'on veut, que c'est ridicule, que c'est
l'hécatombe du cinéma français. Je trouve que c'est très très bien. De Funès, merveilleux. Pareil, Bourvil, merveilleux. Ça reste aujourd'hui... c'est un film qui se regarde sans fin, je trouve qu'il est assez, c'est merveilleux. Voilà, je vais pas trop insister dessus, je pense que tout le monde l'a vu, et puis si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Ensuite, Rabbi Jacob, alors c'est une édition, vous voyez, il y a le titre, c'est une édition un peu spéciale, là. Pareil, j'ai pas enlevé l'étiquette. Mais Rabbi Jacob, pareil, je pense que c'est l'un de mes films préférés de Funès, parce que c'est l'un des plus drôles, clairement, un film qui se fout de la gueule de tout le monde. Notamment de Funès, qui souvent d'ailleurs joue des rôles assez négatifs. Et écoutez, Rabbi Jacob, c'est pareil, si vous l'avez pas vu, voyez-le, parce que c'est pas le genre de film qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, clairement. Après, il y a Hostel, pareil, excusez-moi pour les étiquettes, film de Eli Roth, qui joue dans les Tarantino, enfin je sais plus dans lesquels il joue exactement, mais je sais qu'en tout cas il est dans, comment ça s'appelle, Inglourious Bastard. C'est un film d'horreur, torture porn un petit peu, c'est pas mal du tout. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Pour moi, le plus gros point positif du film étant on va dire que c'est une fausse piste, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'un personnage est le personnage principal, et puis, voilà, c'est pas un spoil, mais dans ce genre de film, les personnages meurent, quoi. Et donc, ce personnage qu'on croyait être le personnage principal va mourir, et c'est assez couillu. C'est étonnant, moi je m'attendais pas à ce qu'il meure, je m'attendais pas du tout à ce qu'il meure, et du coup un des personnages secondaires qu'on pensait être du coup un personnage secondaire va devenir le personnage principal. C'est pas du tout incroyable, c'est sympathique, moi j'aime beaucoup. J'aime bien. J'ai vu Hostel 2 que j'ai pas encore en DVD ni en Blu-ray, mais que j'achèterai sûrement parce que j'ai préféré Hostel 2 quand même. Hostel 2 est, je trouve, plus appréciable que celui-là, même si ça reste sympathique. Après voilà, c'est pas du grand cinéma, on est d'accord, mais c'est du cinéma d'horreur quand même sympathique. Voilà, après Psychose, là pour le coup on est sur du chef-d'œuvre top niveau, quoi. L'un des films les plus connus d'Hitchcock, je pense que c'est le plus connu clairement, avec la fameuse scène de la douche, bien sûr. Pour l'avoir revu récemment, c'est toujours aussi incroyable, Hitchcock de toute façon. Même si je trouve que ses premiers films sont pas forcément ce qu'il y a de plus incroyable, c'est vrai que Psychose, c'est fou, quoi. Norman Bates est incroyable. Enfin, le personnage de Norman Bates, parce que c'est pas l'acteur. C'est Anthony Perkins, voilà, j'oublie à chaque fois son nom. Et voilà, ça fait partie de ce que j'appelle la trilogie des films de Hitchcock. Enfin, c'est une invention purement personnelle, mais la trilogie, pour moi, c'est Psychose, Fenêtre sur cour et Les Oiseaux. C'est les 3 films d'Hitchcock que j'aime beaucoup. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, comme Lifeboat, celui qui se passe sur un radeau, La mort aux trousses, bien sûr. Enfin, de toute façon, Hitchcock, voilà, c'est une valeur sûre. En parlant de Fenêtre sur cour, le voici, parce que ça reste incroyable, Fenêtre sur cour. Je pense que c'est peut-être... je m'avance en disant que c'est son meilleur film, mais je pense que c'est son meilleur film, effectivement. Des acteurs qui sont incroyables, une mise en scène qui est incroyable, surtout avec cette introduction où on te présente le quartier dans lequel va se passer les événements, et puis on te présente toute la situation du personnage sans un seul dialogue, puisqu'on va te montrer que voilà, il a les jambes cassées, il a une jambe cassée, qu'il est photographe, et qu'en fait la jambe cassée c'est parce qu'il a eu un accident, parce qu'il est photographe de course automobile. Bref, c'est assez incroyable. Et puis aussi, pareil, il y a des fausses pistes, parce qu'on essaye de te faire croire on pense qu'il y a un crime, et puis en fait pendant tout le film on va essayer de te faire croire que oui, puis que non, puis que oui, puis que non, puis que oui, puis que non. Du coup c'est un film qui te perd un petit peu, mais le dénouement est assez incroyable. Et puis voilà, Grace Kelly, c'est une très belle femme, faut le dire. Ensuite, Revenge de Coralie Farja, qui est son premier film, je crois. C'est une réalisatrice française. Le film n'est pas en français. Je me souviens même plus s'il y a du français dans le film. C'est possible. Mais en tout cas, c'est un film qui est réalisé majoritairement en langue anglaise, puisque c'est purement pour des questions de financement, parce que ça permet au film de mieux se distribuer à l'étranger. Donc c'est un film qui a fait quand même pas mal de bruit, puisque le film a pas mal tourné dans les festivals.
J'aime beaucoup, moi personnellement, ça me fait penser un petit peu à... Alors, de loin, hein, je précise, ça me fait penser un petit peu à Gaspard Noé dans l'idée, et je trouve que c'est très bien réalisé. Pour un premier film, hein. L'histoire n'a rien de... Voilà, n'a rien d'ultra innovant, mais ça fonctionne très bien. L'actrice principale est... Voilà, a une plastique, voilà, il faut le dire, et a une bonne plastique, quoi. Mais elle joue bien quand même, c'est important de le préciser aussi. Et puis j'ai bien aimé certains symboles comme... Enfin, du coup ça raconte l'histoire d'une fille qui se fait violer et qui va se faire jeter d'une falaise et laisser pour morte. Et quand elle est laissée pour morte, il y a toute une scène assez symbolique avec des fourmis, avec du sang. Je trouve ça très bien foutu. Bon après on peut se dire qu'effectivement c'est... Enfin c'est difficile de se dire qu'elle survit à la chute. C'est le seul moment du film où on se pose une question du style est-ce que c'est possible quoi. Après une fois que t'es rentré dans le récit tu t'en fous. Ensuite, film que j'ai découvert récemment, Shutter Island de Martin Scorsese, avec DiCaprio. J'étais un peu déçu, parce que, bon, bah, comme d'habitude, on me vend le truc comme quelque chose d'absolument incroyable, que le twist est l'un des meilleurs twists existants au cinéma. Et c'est un twist que je m'étais pas fait spoiler en plus, hein, parce que si on prend les twists, c'est pas vraiment un twist, mais si on prend le twist de Seven et puis de Sixième Sens, c'est des twists que je m'étais fait spoiler et pourtant que je trouve incroyables. Mais alors celui-là, je me le suis pas fait spoiler, mais au bout de... Allez, je vais pas être marseillais, mais au bout de 20 minutes de film, j'avais compris ce qui se tramait. Et quand la révélation intervient, j'étais en mode... Ouais, bon... Après, c'est pas un mauvais film, hein, c'est bien réalisé, comme d'habitude avec Scorsese. Les acteurs sont très bons. La photo est très belle, à part il doit y avoir 2 fonds verts vraiment dégueulasses, notamment au début sur le bateau où le fond vert est dégueulasse. Après Scorsese et effets spéciaux, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui fait bon ménage. Notamment, j'ai pas encore vu du Irishman, mais pour en avoir vu quelques extraits, c'est vrai que le rajeunissement numérique, je trouve, enfin, moi je trouve que ça fonctionne pas. Mais c'est un film à voir quand même, hein, parce que ça reste quand même un très bon film. Mais clairement, pour moi, ça fait pas partie du top des Scorsese. Ensuite, Waterworld, un film réalisé par Kevin Reynolds avec Kevin Costner. Ça fait 2 Kevin dans le même film, ça fait déjà beaucoup. J'ai découvert ça récemment à la télé, parce que bah, ça passait à la télé, donc j'ai voulu regarder ça, parce que je l'avais jamais vu. Et j'ai trouvé ça très sympa, franchement, c'est Mad Max, bon, c'est Mad Max dans l'eau, faut le dire. Mais ça reste, je trouve, visuellement, ça reste assez impressionnant. C'est un film qui a eu un budget absolument dingue, je crois. J'ai plus les chiffres en tête, mais on est à plus de 100 millions en tout cas. Pour l'époque, c'est assez dingue. Et puis, c'était un gros bide, hein, bien sûr. Il y a Dennis Hooper. J'adore Dennis Hooper, donc ça fait toujours plaisir de le voir. Faut le voir, je pense, si on aime bien le cinéma un petit peu post-apo, style Mad Max. C'est pas aussi bien que Mad Max, mais ça se regarde très bien, c'est un très bon divertissement. Après, c'est un peu long, enfin, ça dure 2h45, quelque chose comme ça, c'est un peu long. Mais moi, franchement, je suis bien rentré dedans, donc je trouve que ça passe bien. Il y a peut-être 2 ou 3 effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, mais la plupart des trucs, c'est en effets spéciaux réels, donc le bateau est vrai, et c'est le bateau qui est vraiment impressionnant. Donc voilà. Ensuite, No Country for Old Men. Alors désolé pour ça, c'est parce que j'ai acheté ça dans une boutique spécialisée où ils mettent des petits trucs style conseil, donc bon. Je l'ai pas enlevé parce que c'était sympathique, quoi, mais je l'enlèverai. Donc No Country for Old Men ou Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, film des frères Cohen. Très bon film. J'aime beaucoup le côté western contemporain. Puis c'est un film qui est très... Enfin, de toute façon, les frères Cohen, c'est un cinéma qui est très... Pas forcément froid, mais... Ah si, un peu froid quand même. Mais les personnages sont très bien travaillés. Enfin, Javier Bardem, donc lui là, le méchant, est très très bon dans son rôle. Il a vraiment une tête de robot, je trouve. Josh Brolin, très bien, pareil. Je trouve effectivement que le film est très bien. J'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est le meilleur des frères Cohen, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui est Fargo, tout ça, que j'aime beaucoup.
Mais bien sûr, la photo par Roger Deakins, c'est incroyable. Puis mention spéciale à la fameuse scène dans l'hôtel où le méchant arrive pour buter le personnage principal et s'ensuit une scène assez dantesque. C'est très bien, bien sûr, voyez-le, si vous ne l'avez pas vu. De toute façon, les frères Coen, dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont une très bonne filmo. Même le dernier qui est sorti sur Netflix, là, c'était La balade de Buster Scruggs, je trouve qu'il est très très bien aussi. Peut-être pas aussi bien, il est un petit peu inégal, mais ouais, je trouve que c'est très bien. Le dernier film dont nous allons parler rapidement, c'est Zombie de Romero. Donc George Romero, le maître du genre du zombie. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, parce que il a fait donc La Nuit des Morts Vivants, L'Aube des Morts Vivants, donc Dawn of the Dead, qui s'appelle Zombie en version française, pourquoi pas. Hein. Et puis également Le Jour des Morts Vivants, Day of the Dead en anglais. Et puis après il a continué avec Land of the Dead, Diary of the Dead, Survival of the Dead. Je ne les ai pas tous vus, j'ai pas vu Survival of the Dead, mais j'ai vu donc pendant le confinement, je me suis maté La Nuit des Morts Vivants, L'Aube des Morts Vivants et Le Jour des Morts Vivants, les 3 premiers. Sachant que j'avais déjà vu Diary of the Dead, qui est les chroniques des morts vivants, je crois, en VF. Et puis Land of the Dead, le territoire des morts. Qui sont d'ailleurs, je trouve que les deux sont très bien dans mes souvenirs. Mais celui-là, je pense que c'est le meilleur des films de zombies qu'il a fait. Sachant qu'il n'a pas fait que des films de zombies, hein. Il a aussi fait un film qui est juste là, qui s'appelle Incident de parcours. Voilà, je ne vais pas vous le présenter plus que ça parce que je ne l'ai pas vu. Mais par contre, il a fait aussi un film qui s'appelle Night Riders, qui est littéralement des chevaliers riders. Donc c'est assez incroyable comme film. Mais voilà, si vous aimez les films de zombies, voyez les Romero, parce que c'est la base en fait, vraiment. Il y a eu d'autres films de zombies avant, hein, mais c'est lui qui a vraiment popularisé le genre. Et moi, c'est des films qui me bouleversent aujourd'hui, parce que je trouve que c'est des films qui ont déjà le message, voilà, le fameux sur le capitalisme, tout ça, qui est finalement un message très actuel, hein, bien sûr, mais oui, je trouve que c'est des films qui sont merveilleux. Parce que voilà, j'adore le genre du zombie, bien sûr, donc ça joue aussi, mais n'empêche que vraiment, je trouve que c'est des films qui ont vieilli, bien sûr, mais les films vieillissent, hein, c'est ça aussi le charme de certains. Et voilà, les maquillages old school, les foules de zombies qui ne sont pas en CGI, puisque à l'époque ça n'existait pas, donc voilà, on avait des foules de zombies, des vrais zombies, avec voilà, chaque personne qui était maquillée, donc un gros bordel. Et c'est là où je considérais toujours un film comme ça, plutôt qu'un film comme World War Z avec Brad Pitt. Je trouve que celui-là est largement supérieur à World War Z, déjà parce que quand on a lu le bouquin World War Z, voilà. Mais en plus parce que dans World War Z c'est tout des CGI quoi, donc il n'y a pas de difficulté à faire ça, alors que là c'est... attention, je dis pas que le boulot des mecs des effets spéciaux est nul, hein, c'est pas le souci. C'est que là, imagine bien que c'est des centaines et des centaines de figurants qu'il faut maquiller, parce que si on voit quelqu'un n'est pas maquillé, on voit que c'est pas un zombie, donc du coup c'est nul. Donc c'est quand même quelque chose de plus que de faire des effets spéciaux qui te permettent de faire absolument tout ce que tu veux. Je trouve que à l'écran, ça rend beaucoup mieux. C'est mon avis, bien sûr. Je suis quelqu'un qui défend beaucoup les effets spéciaux, mais je suis le premier aussi à dire que les effets spéciaux, pas les effets spéciaux numériques, mais en tout cas les effets spéciaux qui sont faits sur le plateau, donc tout ce qui est maquillage, tout ce qui est make-up, tout ce qui est animatronique, en fait, il faut lier les deux aujourd'hui. Mais à l'époque, ils n'avaient pas les effets spéciaux numériques, donc ils ont fait comme ils pouvaient. Et c'est très bien, voilà. C'était tout pour cette vidéo que j'ai essayé de faire un peu plus courte que la première, parce qu'elle faisait plus d'1 heure la première, alors j'ai essayé de présenter moins de films et de parler un peu moins aussi. J'espère que ce sera pas trop dégueulasse, parce que j'ai un peu galéré avec les éclairages là. Bref, voyez les films. J'espère qu'il y a peut-être quelques films qui vous ont donné envie d'être vus là, si vous n'en avez pas vu certains. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo pour parler des films que nous verrons quand les cinémas réouvriront. C'est une idée de vidéo comme ça qui m'est venue, parce que c'est vrai que je vois pas mal de gens dire oh mon dieu, ils vont repousser Tenet, il n'y aura plus rien au cinéma. C'est pas que j'aime pas Nolan, d'accord, mais c'est juste que comprenez que il n'y a pas que ça à voir au cinéma, d'accord.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, le pouce bleu, le partage, tout ce que vous voulez. Un commentaire aussi, si vous voulez commenter sur un film en particulier, on peut en discuter dans les commentaires. Et puis écoutez, à la prochaine, salut à tous, c'était Jerry.